Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans Le Menteur de Corneille, les mensonges créent une véritable complicité du public avec ce qui se passe sur la scène. Et oui, on peut vraiment dire que dans la pièce Le Menteur de Corneille, le traitement du mensonge crée une véritable connivence entre le spectateur et l'action sur scène, qui génère un rire complice, qui enrichit beaucoup l'expérience du public. Ce qu'on va voir ici, c'est 4 aspects principaux de cette complicité: la position de supériorité du spectateur, les rôles des apartés, de Cliton, comme un relais du rire entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans la salle, l'admiration paradoxale pour la virtuosité du menteur que le public développe, et puis le plaisir de la transgression morale que procure le spectacle du mensonge. Alors, voyons d'abord la supériorité du spectateur. Le spectateur, la spectatrice, est consciente des mensonges de Dorante, évidemment, et se trouve donc dans une position de supériorité par rapport à la plupart des personnages. Cette connaissance, on peut dire qu'elle est privilégiée et qu'elle est source d'un plaisir comique particulier, comme quand on partage un secret avec quelqu'un et que dans une conversation, quelque chose pourrait laisser entendre qu'on parle de ça, mais seulement nous-mêmes et quelqu'un d'autre, un autre complice précisément, le comprenons ensemble. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe entre nous, le public, les spectatrices, les spectateurs, et puis un certain nombre de personnages qui sont sur la scène. Par exemple, quand Dorante invente son passé militaire au tout début de la pièce, dans la scène 3 de l'acte 1, le public rit de la crédulité de Clarisse et Lucrèce, qui s'exclament tout ce qu'il dit est-il véritable ? Il faut qu'il ait partout acquis grande estime, dit l'une, et puis ensuite dit l'autre. Et donc le spectateur, la spectatrice, sachant que tout est inventé, savoure l'ironie de la situation. Et il y a là un plaisir particulier qui vient du fait que nous sommes dans la confidence. Nous savons ce que les autres personnages ignorent, ne savent pas. Et donc on peut apprécier pleinement le décalage entre la vérité et la fiction, entre les mensonges de Dorante et la naïveté de ceux ou celles, plutôt ici, qui y croient. Et cette position, c'est bien une position de supériorité. Et elle s'accentue d'ailleurs encore quand les personnages font confiance à des mensonges qui sont particulièrement extravagants. Quand Dorante raconte la fête somptueuse qu'il aurait donnée sur l'eau ou son prétendu mariage secret à Poitiers, le spectateur prend plaisir. D'autant plus que la crédulité des personnages est un peu énorme, parce que ces inventions sont manifestement complètement outrancières. Et donc cette supériorité du spectateur, de la spectatrice, est un ressort classique du comique, qu'on retrouve dans de très nombreuses comédies, mais Corneille, on pourrait dire, lui donne ici une dimension un peu particulière, en faisant le pivot d'une réflexion sur la vérité et le mensonge, sur l'être, le paraître, des thèmes chers. On y reviendra à l'esthétique baroque. Et puis, deuxième point, il y a un personnage qui est très important dans ce lien qui est fait entre la scène et la salle, on peut le dire comme ça, c'est Cliton. Parce que Cliton, avec ses commentaires, Cliton c'est le valet de Dorante, il sert souvent de relais. Du rire vers le spectateur. Et ces apartés, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, soulignent l'absurdité des mensonges et invitent le public à partager son incrédulité, un peu amusée d'ailleurs, bien souvent. Les apartés, ce sont des répliques qui sont prononcées par un personnage, mais que les autres personnages n'entendent pas. Évidemment, c'est complètement fictif, c'est un code du théâtre, mais c'est quelque chose qui est évidemment bien connu et très très utilisé au théâtre. Justement, après le récit de la fête sur l'eau, qui est fait par Dorante, Cliton s'exclame et dit ceci. « Vous en avez compté de toutes les façons, mais Paris seulement en a d'assez mignon. » Ces remarques, vous voyez par exemple, elles créent une complicité de manière évidente entre Cliton et le public, puisque on est tous les deux, lui et nous, témoins, impuissants mais amusés, en fait, des inventions de Dorante. Et Cliton, ici, il joue un rôle essentiel, on pourrait dire dans l'économie comique de la pièce, puisqu'il est le porte-parole des réactions que le spectateur pourrait lui-même avoir devant les mensonges de Dorante. Un peu plus tard, quand Dorante prétend avoir tué Alcippe en duel, et puis ensuite est confronté à l'apparition bien vivante, évidemment, de cet Alcippe, Cliton commente aussi ce qui se passe avec ironie.
Les gens que vous tuez se portent assez bien, dit-il. J'avais déjà fait cette citation dans l'épisode précédent. Cette réplique est très célèbre. Elle cristallise en tout cas parfaitement sa fonction, puisque Cliton formule ce que le spectateur pense, crée ici une espèce de pont entre la scène, la salle, une connivence qui renforce le plaisir comique. D'une certaine façon, on peut dire que Cliton, ça n'est pas seulement un commentateur, puisqu'il est aussi un complice malgré lui des mensonges de Dorante. Et cette position, puisque c'est son conseiller en quelque sorte, c'est son valet, eh bien, fait de lui un personnage qui est très intéressant parce qu'il incarne les ambivalences du public lui-même face aux mensonges, puisque on est a priori invité à le condamner moralement, ce mensonge, et en même temps on a une espèce d'admiration un peu esthétique, un peu à la fois de la critique et de la complicité. Et ça nous mène au troisième point, c'est-à-dire l'admiration qu'on peut avoir pour la virtuosité, pour l'expertise extraordinaire de ce menteur Dorante. Puisque malgré la nature un peu répréhensible du mensonge, évidemment moralement, on n'apprend pas aux enfants à mentir, eh bien le spectateur en fait ne peut pas s'empêcher d'admirer l'inventivité et la rapidité d'esprit de Dorante. Et cette admiration, elle est très souvent la source d'un rire complice, et notamment quand Dorante parvient à se sortir de situations périlleuses. Par exemple, quand il invente des explications très très rapidement sur les multiples noms de son prétendu beau-père, à l'acte 4, scène 4, Pyrandre, Arménon, Argante, etc. Eh bien, l'habileté de son improvisation, in extremis, eh bien, elle suscite à la fois le rire, chez nous, public, spectatrices, spectateurs, mais aussi une forme d'admiration, puisque Dorante fait preuve d'une présence d'esprit, d'une imagination, d'une éloquence qui, on pourrait dire ça comme ça, force le respect, malgré l'immoralité, évidemment, de son comportement, d'autant qu'il parle avec son père. Et en inventant des récits très élaborés, eh bien, Dorante devient lui-même un auteur, un conteur, un romancier. Et c'est vrai, par exemple, dans le récit du mariage secret, à l'acte 2, scène 5, où il met en scène une espèce d'intrigue romanesque. On peut dire ça. Dorante dit « Jugez par là du reste, à peine la nuit vient. J'y retourne, on m'attend, on descend, on me tient. Une chambre où d'abord elle entre comme en su, etc., etc. » Et dans ces inventions, il y a une dimension esthétique qui transcende une simple tromperie, qui est bien au-delà. Dorante, c'est un artiste du mensonge. Et le spectateur, la spectatrice peut apprécier sa virtuosité comme on apprécierait celle d'un musicien, d'un poète. Et Corneille lui-même, d'ailleurs dans son discours de l'utilité et des parties du poème dramatique, reconnaît cette dimension en écrivant que Dorante débite ses menteries avec une telle présence d'esprit, tant de vivacité, que cette imperfection a bonne grâce en sa personne. Et donc, il défend l'idée, c'est Corneille lui-même qui parle ici, quelques temps après avoir écrit la pièce, de Dorante comme quelqu'un qui, avec ses menteries, donc ses mensonges, comme on dit à l'époque, eh bien, est tellement bon comédien, tellement bon acteur, tellement inventeur, que finalement, cette imperfection morale, elle est bien chez lui, elle passe bien, ça lui donne quelque chose de positif, ça le grandit. Cette admiration pour le talent de Dorante, elle crée une complicité entre le personnage et le spectateur. Et le spectateur, eh bien, en reconnaissant évidemment l'immoralité du mensonge, ne peut pas s'empêcher d'être séduit par la performance, par le spectacle de cette inventivité extraordinaire. Et puis, parce que le public connaît le caractère de Dorante, sa propension à mentir, eh bien, il anticipe avec plaisir, bien sûr, les situations embarrassantes dans lesquelles il risque de se retrouver. Et cette anticipation aussi, elle crée une tension qui renforce le spectateur. Par exemple, quand Dorante prétend avoir tué Alcippe en duel, eh bien, le public attend avec impatience la confrontation entre les deux hommes, qui survient juste après, puisque Alcippe arrive de manière un peu spectaculaire, évidemment, puisque c'est tout de suite après. Et l'attente de cette confrontation, pour nous, le public crée une tension, puisqu'on redoute cette situation, et puis qu'au bout d'un moment, elle arrive. De la même manière, quand Dorante accumule les mensonges sur son mariage prétendu à Poitiers, le spectateur anticipe le moment où ces inventions vont être démasquées. Et cette anticipation, c'est une source importante de comique, de plaisir dans la pièce. Et d'ailleurs, elle est renforcée, en fait, cette dimension d'anticipation,
par la structure de la pièce qui crée des confrontations, des rencontres improbables, des moments où les différentes fictions inventées par Dorante entrent en collision. On pourrait le dire comme ça. Et le spectateur est maintenu dans un état d'attente joyeuse, se demandant comment le menteur va sortir de l'imbroglio dans lequel il s'est lui-même mis. C'est une forme de complicité aussi, hein, et cette complicité, elle vient aussi de la transgression, c'est-à-dire de ce qui crée une certaine tension, y compris morale, puisque les mensonges de Dorante, ils sont moralement condamnables, ils permettent aussi au spectateur de goûter, sans risque en quelque sorte, au plaisir de l'interdit, puisque on n'a pas envie de mentir, le mensonge, c'est pas bien, mais celle qui va au théâtre pour voir un comédien, un personnage mentir, il ment pas lui-même, mais d'une certaine manière, il va profiter de ce vice, du plaisir, de l'excitation que peut provoquer le vice chez lui, mais sans faire de mal, puisque évidemment, on est à la comédie, on est au théâtre, et tout ça n'est pas vrai. Et quand Dorante, par exemple, dit à son père « Croyez que c'est alors que je dis vérité », le public rit de ce nouveau mensonge, puisque, en fait, il apprécie l'audace extraordinaire de Dorante qui ose mentir encore à son père, et de manière complètement effrontée. Parce que dans ce rire-là, il y a une dimension transgressive. Le spectateur, la spectatrice, par procuration, jouit de la liberté que se donne Dorante de s'affranchir des règles morales et sociales. Ce plaisir de la transgression des règles, il est d'autant plus grand qu'il est sans conséquence, en fait, pour nous. On peut savourer les mensonges de Dorante, s'amuser de son immoralité, sans avoir à en assumer aucune conséquence pour notre propre vie. Et c'est d'une certaine manière une forme de catharsis, comme on dirait, c'est-à-dire qu'on se purge de ses passions par le spectacle de leur mise en scène. C'est-à-dire qu'on se nettoie des mauvaises pulsions qu'on a en nous-mêmes, par exemple celle qui consisterait à avoir envie de mentir, en les vivant pour de vrai, mais au théâtre, et donc pour de faux, sans que ça puisse nuire à qui que ce soit. Et c'est peut-être d'autant plus vrai que ces transgressions de Dorante s'exercent dans un cadre qui est celui du spectateur et de la spectatrice du XVIIe siècle, puisqu'on est vraiment à Paris, on y reviendra, là où le public qui va voir la pièce vit lui-même, et donc un cadre qui est parfaitement réaliste, où il y a des codes de l'honneur, de la parole donnée, où tout ça est réellement important, hein, et donc le contraste entre ce cadre social, rigide, où on n'a pas le droit de mentir, et d'un autre côté, la liberté que s'octroie Dorante accentue bien sûr le plaisir de la transgression. Alors, le rire complice du spectateur face aux mensonges de Dorante, c'est évidemment, pour finir, un élément central du comique dans Le Menteur de Corneille. Cette complicité, elle naît de la position privilégiée du public, de son admiration pour la virtuosité du menteur, de l'anticipation aussi des situations embarrassantes et, comme je viens de le dire, du plaisir de la transgression par procuration. Corneille, lui, il réussit à transformer le mensonge en une source de divertissement qui est très sophistiquée, qui engage activement le spectateur et la spectatrice dans le jeu comique. Il crée une forme de théâtre où le public n'est pas passif, mais où il participe pleinement par la connivence, par la complicité à l'élaboration du sens et du plaisir de la représentation. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur le rire complice du spectateur face aux mensonges dans Le Menteur de Corneille. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.